Il aura fallu 3 jours aux 6 pays réunis à Lomé pour parvenir à la mise en place d'une plateforme numérique sur la mutualisation de la formation professionnelle. Un site d'échange de procédés et d'enseignement pour une formation et un apprentissage de qualité dans la sous-région. De leur côté, les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre unissent leurs forces pour combattre la cochenille farineuse qui s'attaque à plusieurs plantes et arbres, dont les papayers. Pour la combattre, pas de procédé chimique, mais plutôt un insecte ennemi. À découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis la Chine apporte son soutien à la promotion de la jeunesse au Togo. C'est du matériel roulant que vient d'offrir l'ambassade de Chine pour le fonctionnement de la maison des jeunes d'Amandarome à Lomé. C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. L'amélioration de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans la sous-région a été la préoccupation cette semaine du Togo, Bénin, Burkina Faso, Sénégal, Mali et du Niger. Ces 6 pays ont mutualisé leurs acquis et expériences dans le domaine d'une formation professionnelle de qualité et de modernisation de l'apprentissage traditionnel. Une plateforme numérique de partage de leurs meilleures expériences a été alors mise en place à l'issue des 3 jours de travaux. Le compte rendu avec Augustin Kossi et Prudence Zissou. 6 pays de l'UEMOA viennent de jeter à Lomé les bases de la mutualisation de leurs acquis et expériences en matière d'amélioration et d'harmonisation du système d'enseignement professionnel, de même que la modernisation de l'apprentissage traditionnel. Le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, le Mali et le Togo se retrouvent désormais autour d'une plateforme numérique pour les défis liés à l'adéquation des formations aux réalités actuelles du marché de l'emploi. Cette base de référence servira donc à développer et renforcer les échanges d'expériences entre pays. Dans la plupart des pays de l'UEMOA, la sous-scolarisation et l'inadéquation des qualifications constituent une contrainte majeure pour le développement socio-économique. Au Togo, par exemple, 55% des demandeurs d'emploi n'ont pas achevé le cycle primaire de l'enseignement. On note que 17% des jeunes n'ont aucune qualification et que les jeunes filles sont particulièrement touchées avec 23,4% d'entre elles qui n'ont jamais été à l'école. Ce constat justifie les efforts de nos gouvernements à mettre en place des mécanismes tels que ceux que vous venez de concevoir et qui permettent de mutualiser les ressources et outils afin d'adapter nos formations aux réalités socio-économiques de nos pays. Le projet est soutenu par la coopération allemande à travers la GIZ qui accompagne le Togo depuis 2013 dans l'amélioration de son système de formation professionnelle. On accompagne le ministère, mais on accompagne aussi le secteur privé, notamment les chambres de métiers, pour que vraiment la formation soit faite d'une manière que le secteur privé puisse bien utiliser la main-d'œuvre, alors qu'ils vont embaucher ou bien les jeunes peuvent se mettre à l'auto-emploi d'eux-mêmes. La plateforme de mutualisation établie à Lomé est assortie d'un protocole d'entente. Avec cette initiative, il est annoncé dans les 2 années à venir la création de plus de 100 métiers y afférents. Au regard des difficultés et défis auxquels ils font face en matière des ressources humaines et financières, ces 6 pays d'Afrique de l'Ouest ont mis en place cette plateforme de mutualisation des ressources et outils de formation. Elle est élaborée dans le cadre de développement de leur système d'enseignement et de formation technique et professionnelle. Elle se donne pour objectif de définir le cadre de la collaboration entre les pays leaders, échanger sur les curricula, programmes et outils de formation élaborés selon l'approche par compétences pour les métiers agricoles et artisanaux. Les avantages de cette plateforme dans ce dossier réalisé par Augustin Kossi et Prudence Zissou. C'est à travers cette plateforme de mutualisation que 6 pays de la sous-région ouest-africaine ont convenu de partager leurs ressources et outils de formation eu égard aux défis et difficultés auxquels ils sont confrontés. Il s'agit du Togo, du Bénin, du Niger, du Burkina Faso,
du Mali et du Sénégal. Le protocole est basé sur l'approche par compétences pour les métiers agricoles et artisanaux en définissant un cadre de collaboration en vue de la mutualisation des ressources pour une formation professionnelle et un apprentissage de qualité et à moindre coût. Il a été décidé de mettre en place cette plateforme de mutualisation afin que lorsqu'un pays a dépensé des moyens financiers et des ressources humaines importantes pour développer un programme de formation, que les autres pays puissent l'adapter et l'utiliser à moindre coût. Cela a plusieurs avantages. 1, ça va favoriser l'intégration dans la sous-région. 2, ça nous permet d'économiser en ressources financières et en ressources humaines. 3, ça permet une harmonisation et une concertation entre les pays à contexte économique similaire. Du constat général, il ressort que peu de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi avec une qualification adéquate. On note plus de 55% de demandeurs d'emploi n'ayant pas franchi le premier cycle d'études et 17% de jeunes sans qualification aucune. Et cette plateforme sera animée par concertation entre les différentes institutions publiques et privées en charge de la formation professionnelle et technique dans les 6 États. Lorsque un pays a développé des outils validés et qu'il a expérimenté, il le postera sur cette plateforme numérique. Et en entendant que la plateforme soit numérique, on aura des transferts de hard d'un pays à un autre. Et le pays qui reçoit pourra, par les mêmes méthodologies, l'adapter, le diffuser et l'utiliser sur tout son territoire. Cette coopération sera mise en place pas à pas avec à titre pilote une quarantaine de ressources différentes qui seront partagées entre les pays leaders. Il est prévu une centaine de métiers à développer dans les 2 ans à venir. Le protocole d'entente fixe également les règles de coopération. Il fait une ouverture à d'autres pays et institutions de la sous-région. Je vous donne lecture à présent de ce communiqué du ministre de la Santé et de la Protection sociale. Nous avons été saisis par une rumeur faisant état de l'existence actuelle d'une épidémie de rougeole au Togo. Après des investigations par les divisions de la surveillance intégrée, des urgences sanitaires et de la riposte, aucune donnée ne permet de confirmer cette information. Par contre, les investigations ont permis de constater l'existence de quelques cas maîtrisés de rubéole, une infection virale contagieuse survenant le plus souvent chez l'enfant entre 5 et 9 ans et qui engendrerait la confusion avec la rougeole. La rubéole se caractérise par une fièvre modérée et une éruption cutanée qui débute au visage et s'étend rapidement au tronc et aux membres supérieurs sous la forme de taches rouges. Le ministre de la Santé invite la population à redoubler de vigilance et à amener tout enfant présentant ces signes au centre de santé le plus proche. Et pour avoir plus d'informations sur cette information, nous sommes sur ce plateau avec Dr Tamekletili Agbeko, qui est chef de la division surveillance des maladies transmissibles. Docteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Dites-nous, docteur, que s'est-il passé réellement? En effet, depuis janvier, le système a notifié, le système de santé au niveau de la division de l'épidémiologie, nous avons notifié des cas suspects de rougeole. Comme cela se fait chaque année, nous faisons cette surveillance de la rougeole. Donc, et les prélèvements nous parviennent et nous les envoyons au laboratoire pour analyse, pour savoir si réellement c'est la rougeole ou bien si c'est une autre maladie, la rubéole. C'est donc la population qui vit cela et certains commencent à manifester des inquiétudes, surtout qu'on venait de faire des campagnes de vaccination contre la rougeole et les gens s'inquiétaient. Donc il était opportun que nous passions rassurer la population sur ça. Alors disons qu'en janvier, on avait fait un prélèvement de 98 sur 112 cas notifiés. Et sur ces 98 prélèvements, seulement 3 étaient positifs à la rougeole. Et au niveau de la rubéole, c'est 38
qui étaient positifs. Et au mois de février, on avait fait un prélèvement de 27 sur 78 notifiés. Durant ce mois de février. Qui n'est pas encore terminé. Et là, 0 cas de rougeole. Et on a notifié 8 cas de rubéole. Alors nous disons que c'est beaucoup plus la rubéole que la rougeole. D'accord. Alors docteur, vous avez constaté qu'il y a plus de cas de rubéole que de rougeole. Alors expliquez-nous un peu cette maladie qu'est la rubéole alors. En fait, entre la rubéole et la rougeole, il n'y a pas de différence sur le plan symptomatique, sur le plan signe. D'où la confusion de la population. La confusion. Ce n'est qu'une différence de gravité. La rougeole est beaucoup plus grave que la rubéole est bénigne. Donc, il n'y a pas de différence. D'accord. Et maintenant, vous avez constaté des cas de rubéole. C'est sûr que le ministère a prévu des mesures pour peut-être prévenir de prochains cas et puis lutter contre ceux qui sont déjà présents. Oui, effectivement, le ministère se prépare à introduire dans la vaccination de routine chez les enfants ce vaccin contre la rubéole et qui sera fait simultanément avec le vaccin contre la rougeole. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, tout de suite, il n'y a pas ce vaccin introduit dans la routine. Mais rassurons la population que c'est une maladie bénigne. Et dès que, comme le communiqué le dit, dès qu'il a ces signes, il faut que les malades se dirigent vers la formation sanitaire pour une prise en charge et ça se guérit très facilement. D'accord. Merci beaucoup, docteur Tamekle. Je rappelle que vous êtes chef de la division surveillance des maladies transmissibles et vous étiez là pour rassurer donc les populations sur l'inexistence de cas de rougeole, mais plutôt de cas de rubéole qui est plus bénigne. La suite de cette édition à présent, la gestion axée sur les résultats. Voilà donc les nouvelles exigences de l'UEMOA auxquelles tous les pays membres de l'organisation sont tenus de se soumettre et le Togo s'engage donc pour une nouvelle approche budgétaire. Nous reviendrons tout à l'heure sur cet élément. Le temps de vous signaler qu'à Pomé, à Kadjamé, dans le Vaud, les responsables de l'agriculture ont procédé à une opération toute particulière, celle du lâcher d'insectes pour lutter contre la cochenille farineuse du papayer. Ces ennemis naturels vont pondre des œufs dans les cochenilles et les insectes qui y sortiront vont les détruire. C'est une technique qui va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national et qui est mise en œuvre en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les précisions avec Edem Soussoupa. La technique de lâcher des Asterophagus papayer n'est pas très aisée. Mais c'est le prix à payer pour sauver les milliers de plantations de papayers attaquées par la cochenille farineuse du papayer. L'ennemi naturel va mener une lutte biologique contre ces ravageurs qui s'attaquent aux feuilles, tiges et fruits. L'ennemi naturel, c'est un petit insecte, une petite guêpe microscopique qui se développe par l'intermédiaire de la cochenille, le ravageur qui attaque le papayer. Alors, ces petits insectes pondent les œufs à l'intérieur du corps de la cochenille. Ainsi, la larve qui sort de cet œuf, lui va se développer à l'intérieur, détruire son hôte et puis émerger après. Donc c'est dans ce processus que l'ennemi naturel va détruire progressivement la cochenille de façon à libérer bien sûr nos papayers. Cette opération a été rendue possible grâce à un projet intitulé « Lutte biologique classique contre la cochenille farineuse du papayer, une nouvelle espèce invasive et hautement polyphage ». Le projet est financé par l'Agence suisse pour le développement et la coopération. Il s'exécute en Afrique occidentale et centrale. Depuis 2010, nous avons constaté qu'il y a une invasion d'un déprédateur sur les papayers et sur d'autres cultures. C'est la cochenille farineuse du papayer et le gouvernement a décidé d'accompagner les producteurs pour lutter contre cette maladie. On était à 24% de taux
d'infection en 2014. L'évaluation, le contrôle en 2015 a montré qu'on est arrivé à 46%. C'est à travers l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA, basé à Cotonou, que le Togo a pu se procurer ces espèces adultes qui vont protéger les papayers. Le Togo se prépare à élever dans ses propres laboratoires ces insectes pour étendre la lutte. Et intéressons-nous maintenant à la cochenille farineuse qui est très dangereuse et gagne du terrain. En dehors du papayer, l'insecte attaque aussi facilement d'autres plants. Quel est son impact réel sur les plantations et comment se développent-elles? Les éléments de réponse dans ce sujet de Edem, ce support. Paracoccus marginatus, c'est le nom scientifique de la cochenille farineuse, un petit insecte polyphage qui se développe préférentiellement sur le papayer. Ce ravageur originaire de l'Amérique latine s'est introduit accidentellement en Afrique de l'Ouest et au Togo il y a 15 ans. Les menaces phytosanitaires de la cochenille imposent une lutte biologique par des opérations de lâcher d'ennemis naturels en lieu et place des produits chimiques. L'environnement est tellement pollué, ce n'est pas seulement au niveau de l'agriculture, mais au niveau des autres filières médecine, on essaye de réduire un peu jusqu'à un certain niveau minimum. Donc ce n'est pas tellement conseillé. Une fois que vous pompez certains produits chimiques sur les papayers, c'est directement les populations et c'est directement vous-même, ça vous contamine ta vie. Donc ce n'est pas conseillé. Et encore plus, certaines papayes est tellement élancées. Bon, pour pulvériser les produits chimiques en haut, ça ne peut pas toucher seulement les papayes, ça peut toucher les autres plantes à côté. La cochenille suisse, bon, elle rejette une partie. Et cette partie, c'est ce qu'on appelle les mielas, qui est sucré, sur lequel se développe un champignon qu'on appelle fumagine. Une plante qui est fortement attaquée, s'affaiblit, les feuilles tombent, et donc ne peut plus se développer et même ça peut entraîner même la mort des papayers. Ce champ de papayers à Kpomé, à Kadjamé par exemple, a été attaqué il y a bientôt 5 ans. Les producteurs sont déboussolés puisque l'effet des ravageurs est bien visible. L'insecte ravageur a tellement dérangé nos plantations. La production a baissé et nos papayes ne sont plus douces. Nous avions presque perdu espoir. Une étude a été menée sur le terrain pour recenser le pourcentage de plantations menacées par la cochenille. Les attaques varient en fonction des zones économiques du Togo, des zones écologiques du Togo. Et les zones de clôtures forestières sont moins infestées par rapport aux zones du nord très sèches qui sont les plus infestées. Les dégâts causés par la cochenille farineuse peuvent entraîner une perte totale de la production de papaye qui est de 37 à 60 tonnes par hectare par an selon les variétés. La maison des jeunes construite à Madaroum et à Lomé pour favoriser l'épanouissement et l'échange professionnel entre les jeunes vient de bénéficier de matériel roulant et des équipements hier à Lomé. Un geste de l'ambassadeur de Chine au Togo qui entend ainsi par cet acte participer à l'encadrement et à l'éducation des jeunes dans notre pays. Dodoaré, Rachel Aoukou. Des jeunes d'Amadaroum déjà opérationnels. Elle dispose de salles de réunion, d'amphithéâtres, mais aussi d'espaces de jeu. Aujourd'hui, nous avons un amphithéâtre de 1000 places qui est pratiquement terminé. Il nous reste à mettre les sièges. Nous avons également un bloc de 7 salles, chaque salle ayant une capacité de 100 à 200 places. Donc nous pensons qu'il est important que les jeunes sachent que ces infrastructures sont déjà à leur disposition. La Chine veut donc accompagner le Togo à promouvoir sa jeunesse. C'est ce qui justifie ce don de matériel roulant, d'ordinateurs, de bureaux, de machines à coudre et d'équipements sportifs, le tout estimé à plus de 7 millions de francs CFA. Les jeunes, c'est l'avenir du pays, l'avenir de la nation. Et les jeunes, c'est aussi l'avenir de la coopération internationale. Et j'ai vu que le gouvernement togolais a fait beaucoup d'efforts pour faire épanouir la jeunesse togolaise. Et nous devons soutenir ces efforts, nous devons toujours accompagner dans ce sens-là.
Tout ce lot permettra d'équiper le dit centre afin d'offrir aux jeunes un cadre socio-éducatif et culturel propice. Nous allons organiser d'autres activités pour d'autres maisons de jeunes ou centres de jeunes où les artisans sont formés et nous pourrons également leur apporter le matériel. Nous avons les ordinateurs qui ont été donnés aussi, des motos qui seront données aux volontaires pour leur travail d'accompagnement sur le terrain. Et pour marquer l'événement, un tournoi de football a opposé des équipes du CEG à Madahome et le complexe scolaire Anne et Albert en version hommes et dames. Victoire des joueurs et joueuses du complexe scolaire Anne et Albert. Les équipes ont été récompensées dans un esprit de solidarité et de fraternité. Je vous le disais, la gestion axée sur les résultats. Voilà les nouvelles exigences de l'UEMOA auxquelles tous les pays membres de l'organisation sont tenus de se soumettre. Le Togo compte s'engager dans cette nouvelle approche de gestion budgétaire. En quoi consiste concrètement l'élaboration du budget programme et quelle va être son incidence sur le fonctionnement de l'appareil étatique et des agents de l'administration publique? Les réponses dans ce dossier réalisé par Félix Semdacha. Lenteur administrative, absentéisme des agents, mauvaise gestion des ressources et des biens publics, voilà autant de mots qui minent les administrations publiques dans les pays membres de l'UEMOA. Pour rendre ces administrations plus performantes, de nouveaux modes de gestion s'imposent. Et conformément aux exigences de l'UEMOA, le Togo opte pour le budget programme qui permet de rapprocher les ressources sollicitées des résultats à réaliser, ce qui entraîne des changements dans le mode de gestion de l'administration publique. Si vous prenez par exemple un poste comme l'éducation nationale. L'éducation nationale est pilotée par plusieurs ministères. Okay? C'est-à-dire que vous avez par exemple l'éducation nationale dans l'enseignement primaire et secondaire, dans l'enseignement supérieur, dans l'alphabétisation et tout ça. Donc quand vous faites le budget programme, ça veut dire que vous affectez des ressources pour atteindre des résultats liés à l'éducation nationale. Et ce budget ou bien ce programme peut être affecté à plusieurs ministères. Donc ça veut dire que ça accroît on a trois niveaux de performance. La première performance, c'est la question de la coordination interministérielle. Okay. Deuxième chose, c'est la question de la performance. Okay. C'est-à-dire que quand vous avez des programmes définis sur 2-3 ans, vous savez comment anticiper sur un certain nombre de problèmes. Troisième niveau, c'est que les services administratifs, c'est-à-dire les ressources humaines dans les services administratifs, deviennent beaucoup plus performantes. Planifier les activités et se fixer des résultats à atteindre appelle des prérequis indispensables à la réalisation du programme. Le premier prérequis, c'est la question de la bonne gouvernance. C'est-à-dire qu'avec le budget programme, il y a une traçabilité de toutes les dépenses de l'État et ce pourquoi ces dépenses sont allouées. Et on voit la qualité aussi de ces dépenses. Deuxième élément qui est assez important, c'est la performance du système de gestion des finances publiques. Et dernier élément, c'est que l'État doit finalement se doter des ressources financières et humaines qui peuvent lui permettre de pouvoir aller vers le budget programme. Parce que vous avez besoin de nouvelles compétences. Si vous n'avez pas assez de gestionnaires de programme dans l'appareil étatique, vous êtes obligé d'en former. L'émergence du Togo à l'horizon 2030, c'est un ambitieux programme du gouvernement qui nécessite la mobilisation des ressources et l'engagement des différents acteurs de l'État. Les budgets programmes sont rendus nécessaires par la gestion axée sur les résultats. Ils induisent un changement dans la gestion du budget de l'État. Économie encore, le civisme fiscal était cette semaine au cœur des échanges entre les contribuables et les agents de l'Office togolais des recettes OTR. Ils étaient hier face aux revendeuses des marchés de Anne-Copé et Kakaveli. Le compte rendu avec Dodo Haré et Prudence Zissou. Les réformes entreprises par l'OTR pour assainir les finances publiques et mobiliser davantage de ressources pour l'État ont été portées à la connaissance des commerçantes du marché de Anne-Copé. Cette sensibilisation sur le civisme fiscal est une stratégie de communication et d'éducation des contribuables initiée par l'OTR afin de les amener à un consentement volontaire à l'impôt. Ces commerçantes ont posé des doléances qui pourront les aider à mieux s'acquitter de leurs obligations fiscales.
Le paiement de l'impôt est un devoir pour tout citoyen. Nous demandons à l'OTR de nous réduire ces taxes. L'affaire de l'impôt là, c'est bon pour un citoyen. Avec les explications en langue vernaculaire et autres, ils sauront que désormais, il faut nous approcher là où nous sommes pour savoir le juste impôt qu'il faut payer, surtout le juste impôt. Parce qu'avec l'OTR, c'est l'équité, la justice fiscale d'abord. On n'est pas venu pour... L'OTR n'est pas venu pour pénaliser les contribuables. Au contraire, les opérateurs économiques, ce sont nos partenaires. Nous voulons être plus proches d'eux. Et de temps en temps, nous allons faire cette démarche-là pour leur parler du vrai fondé de l'impôt. Le même message sur le civisme fiscal a été réitéré aux commerçantes du grand marché de Kakaveli. Ils nous ont expliqué que les impôts sont des obligations pour tout citoyen. Nous ferons un effort pour les honorer. Nous allons par après travailler avec les responsables des groupements pour nous entendre finaliser afin que nous puissions prochainement venir sur le marché pour faire la perception. Ces sensibilisations se poursuivent dans les autres marchés de la région maritime. Pour la division de la communication et de l'éducation des contribuables de l'OTR, c'est une stratégie mise en place pour se rapprocher davantage des commerçantes et les amener à percevoir l'impôt non pas comme une charge, mais plutôt comme un devoir citoyen. Hors du Togo, au Soudan du Sud, pays déchiré depuis plus de 2 ans par une guerre civile, les Nations Unies gèrent 6 camps de réfugiés et l'un d'entre eux a été attaqué hier, théâtre d'échanges de tirs entre des ethnies et rivales. Bilan, 18 civils tués, dont 2 employés de l'ONG Médecins Sans Frontières. Épaisse colonne de fumée, preuve de la violence de l'attaque dont a été victime ce camp de l'ONU. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des hommes de la communauté Dinka font irruption et tirent à l'aveugle sur des réfugiés Chalouk. Malgré la riposte des casques bleus, le bilan est lourd. 16 morts dans les rangs des 50 000 protégés qui s'échappent comme ils le peuvent. Et 2 autres victimes parmi les employés de Médecins Sans Frontières. Une nouvelle débâcle pour l'accord de paix signé en août 2015 entre le président Salva Kiir et ses opposants. Dans une région où le pétrole est le nerf de la guerre civile démarrée en 2013, ce genre d'agression est prévisible selon le personnel de l'ONU. Il y a toujours eu cette instabilité à Malakal. Nous avons réussi à la gérer et à la contenir pendant les 2 premières années, mais nous savions que ce genre d'attaque pouvait arriver. C'est pourquoi nous ne sommes pas surpris. Qualifiée de scandaleuse par le secrétaire général de l'ONU, cette attaque pourrait constituer, a-t-il dit, un crime de guerre. Retour en page nationale où le corps des sapeurs-pompiers vient de réceptionner un lot de matériel technique roulant ce vendredi. C'est un don du ministère en charge de l'environnement à travers le projet Gestion intégrée des catastrophes et des terres PGICT. Le matériel est estimé à près de 275 millions de francs CFA. Le compte rendu avec Lucassi et Charlotte Moussimé. 5 ambulances viennent d'être mises à la disposition du corps des sapeurs-pompiers. Un geste pour les amener à mieux gérer les éventuelles situations d'urgence. Le gouvernement togolais, dans sa volonté politique d'apporter le secours d'urgence à proximité des populations, a monté un projet de protection civile consistant à construire des casernes dans chaque chef-lieu de région. C'est dans ce cadre que nous assistons aujourd'hui à la réception des ambulances qui vont équiper ces centres de secours d'urgence. Le don répond au souci du gouvernement togolais de développer un système d'alerte précoce, une démarche entreprise depuis 2012 et qui s'inscrit dans le PGICT, projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, un projet piloté par le ministère de l'Environnement et financé par la Banque mondiale. Que les équipements acquis puissent servir effectivement à réduire les conséquences néfastes des inondations que nous avons l'habitude de connaître et de pouvoir faire face efficacement aux questions de catastrophes lorsque celles-ci interviennent. Dès qu'il y a alerte, les sapeurs-pompiers peuvent répondre promptement. C'est dans ce cas d'ailleurs que le projet a démarré la construction des unités de secours à Dapaon, à Sokodé
à Tapamé et au niveau de Lomé GTA. La direction en charge de l'hydrologie a aussi bénéficié d'équipements techniques de collecte évalués à 125 600 000 francs CFA. Des initiatives qui vont renforcer le système d'alerte précoce communautaire développé par la Croix-Rouge en cours d'extension dans plus de 190 villages. Fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Notez qu'à 21h, vous suivrez votre émission Au cœur de la nation. Ce soir, Aruna Lardja et ses invités débattront des enjeux du développement humain avec la contribution du rapport national 2014. À suivre donc en direct sur la télévision togolaise à partir de 21h. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.